On croit souvent reconnaître une amitié à ce qu'elle nous fait ressentir, à la facilité des échanges, à la régularité des contacts, à cette impression de proximité. Mais ressentir ne suffit pas à définir un lien. Et ce que l'on appelle amitié repose parfois sur des bases que l'on n'a jamais réellement interrogées. Alors une question mérite d'être posée. Ce lien que vous entretenez, est-ce vraiment de l'amitié? Certaines relations fonctionnent, d'autres s'usent, d'autres encore restent floues, habitées par des ambiguïtés et des non-dits. Parce que poser un mot sur un lien ne suffit pas à dire ce qu'il est. On peut appeler amitié une habitude, une attente déguisée, une dépendance discrète, ou même une manière de combler un vide. Et souvent, on n'entre pas dans la relation telle qu'elle est, mais telle qu'on l'aperçoit. Et cette perception initiale peut influencer toute la suite du lien. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons poser des mots sur ce qui reste souvent flou. Nous allons regarder ce lien si précieux qu'est l'amitié et éclairer ce qui se joue dans ces relations que l'on croit connaître et que l'on nomme trop vite. Je suis Fatem Zahra Alami, architecte de pont entre les cœurs et la raison. J'explore ces jeux d'ombre et de lumière qui animent nos liens, ces évidences trompeuses qui nous font confondre affinité et amitié, pour qu'enfin celle-ci ne soit plus qu'un mot, mais une expérience aboutie. Alors, comment savoir si ce que l'on vit relève vraiment de l'amitié et à quel moment le lien mérite-t-il ce nom? Est-ce le mot qui définit la relation ou est-ce la structure réelle du lien qui lui donne sa nature? Autant de questions qui renvoient aussi à une autre réalité. Tant que les définitions de l'amitié ne sont pas partagées, le lien reste exposé à un phénomène très fréquent, le flou relationnel. Le flou relationnel naît souvent d'une chose très simple. On n'a jamais clarifié. On est entré dans la relation par affinité, par circonstance, puis on y est resté par habitude. On ne s'est jamais demandé ce que l'autre attendait, ni ce que l'on attendait soi-même. Chacun projette sa propre définition de l'amitié sans jamais la confronter à celle de l'autre. Alors, le lien se construit sur des hypothèses, mais l'implicite a ses limites, et quand celles-ci sont dépassées, l'ambiguïté s'installe. Et c'est là que tout se complique, parce que nos attentes ne sont pas les mêmes. On attend de l'autre qu'il fonctionne comme nous, et quand ce n'est pas le cas, on est déçu. Les malentendus commencent, l'un s'investit, pense que l'autre en fera autant. L'autre ne remarque même pas l'investissement. L'un attend une réciprocité qui ne viendra jamais. L'autre ne comprend pas pourquoi son ami devient soudain distant ou changé. Par exemple, pour certains, être ami, c'est partager son quotidien. C'est une présence régulière. Pour d'autres, c'est avoir des échanges ponctuels mais constructifs, de qualité. Mais le problème ne naît pas toujours de la différence. Il naît du silence autour de cette différence. Une relation peut fonctionner avec deux modes différents, à condition qu'ils s'acceptent, se respectent et trouvent un équilibre ensemble. Ce n'est pas un manque d'affection, c'est un manque de définition. Alors, comment sortir de cette zone grise? Clarifier les attentes de part et d'autre. Une amitié, c'est quoi pour toi? Qu'attends-tu d'une amitié?
Voici comment moi je fonctionne dans l'amitié, voilà ce que j'aime et voilà ce que je n'aime pas. Parce que ce qui n'est pas dit finit souvent par être supposé, et ce qui est supposé finit souvent par créer des malentendus. Mais une fois ces attentes identifiées, une question demeure. Qu'est-ce qui fait qu'une amitié tient? Qu'est-ce qui la nourrit au quotidien, au-delà des mots et des bonnes intentions? Et même lorsque les attentes sont claires, le lien peut évoluer différemment avec le temps, car une relation n'est jamais figée. Elle se transforme selon les étapes de vie et les contextes. Avant même de parler de piliers, il y a une chose qui existe dans toute relation, qu'on en soit conscient ou non, un ensemble de règles silencieuses. Elles disent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui est attendu et ce qui ne l'est pas, ce qui nourrit le lien et ce qui le met en danger. Cette charte implicite prend racine dans notre histoire personnelle, dans notre niveau de maturité relationnelle et dans ce que nous considérons parfois, sans y réfléchir, comme normal ou anormal dans une amitié. Dans une amitié saine, ces règles implicites s'éclairent et s'accordent. Et c'est là qu'interviennent les piliers fondamentaux. Le premier pilier est la réciprocité. Prenons un exemple concret. L'un partage ce qui peut être utile pour l'autre. Celui-ci prend, mais ne fait pas pareil. L'un est toujours disponible, l'autre vient quand ça l'arrange. L'un connaît les détails de la vie de l'autre ne sait même pas quel jour l'un a changé de travail. L'amitié ne demande pas de partager les détails de sa vie, mais si l'on choisit de le faire, il faut une forme de réciprocité, un équilibre dans la considération. Une relation ne peut pas être uniquement portée d'un seul côté sans créer à terme un déséquilibre. La réciprocité, comme les autres piliers, ne fonctionne pleinement que si elle est perçue de manière similaire par les deux personnes. Sinon, chacun a l'impression de donner ou de recevoir selon sa propre grille de lecture. Le deuxième pilier est le respect des limites, des valeurs et des besoins. Le respect ne s'exprime pas avec un « je te respecte ». Quand on respecte l'autre, on n'a pas besoin de le lui dire. Le respect s'exprime dans la cohérence bienveillante entre les paroles et les comportements. Il s'exprime aussi dans la capacité à se remettre en question si besoin. Le troisième pilier est la liberté sans instrumentalisation. Être libre dans une relation ne signifie pas utiliser l'autre selon les circonstances. C'est rester dans une logique de lien vivant et non utilitaire. Lorsque ces piliers sont présents, l'amitié repose sur une base stable. Lorsqu'il vacille, le lien s'use. Mais au-delà de ces piliers, une amitié repose aussi sur une capacité souvent invisible, la capacité d'ajustement. Une relation n'est pas figée, elle traverse des décalages, des incompréhensions, des moments où les attentes ne se rencontrent pas. Et c'est la manière dont ces écarts sont reconnus puis ajustés qui détermine la solidité réelle du lien. Dans certains cas, l'absence d'ajustement progressif peut créer une rupture silencieuse. La relation continue en apparence, mais elle n'est déjà plus soutenue de la même manière par les deux personnes. Parfois encore, connaître sa charte ne suffit pas. Certaines relations, même clarifiées, s'égarent par des glissements discrets qu'on n'ose pas nommer. Ces glissements sont précisément ce qui nourrit ou appauvrit le lien.
car une amitié ne se dégrade pas toujours par un conflit. Elle s'use souvent par une baisse silencieuse de la qualité des échanges. Nommer ce qu'est l'amitié, c'est important, mais nommer ce qu'elle n'est pas l'est tout autant. Et savoir ce qui nourrit le lien ou l'appauvrit est essentiel pour ne pas se laisser piéger par les apparences. Une amitié gagne en qualité lorsqu'elle évite certains glissements. Quand le lien sert à réguler ses manques et à déverser ses problèmes, il devient saturé et lourd à porter. Car un lien qui se structure autour des difficultés finit par perdre sa dynamique vivante. Quand l'amitié devient un bouche-trou dont on se sert pour combler un vide, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'occupation. Et le lien perd en qualité pour se remplir par n'importe quoi plutôt que de se construire de manière bénéfique. La qualité des échanges devient alors essentielle. L'amitié ne se réduit pas à des échanges répétitifs, sans mouvement, sans profondeur ni direction. Certaines conversations créent de la proximité sans créer de valeur relationnelle. C'est le cas des discussions centrées sur les absents, les jugements et les comparaisons. Ce type de dynamique installe progressivement une forme de dispersion relationnelle où le lien perd en qualité. L'amitié ne devrait pas non plus être une dépendance, une addiction. Quand le lien devient nécessaire au point d'empêcher toute autonomie, il a changé de nature. Il n'est plus un choix, il est une nécessité. Et la nécessité en amitié use plus qu'elle ne construit. L'asymétrie, quant à elle, peut apparaître dans toute relation. À certains moments, l'un peut être plus présent, plus disponible, plus engagé que l'autre. Ce n'est pas problématique tant que c'est ponctuel, reconnu et accepté. Mais lorsqu'elle s'installe dans le temps, elle finit toujours par user le lien. Parce qu'une amitié ne peut pas se construire durablement sur un déséquilibre. Ce qui n'est pas rééquilibré finit par créer un écart. Et cet écart, lorsqu'il grandit, transforme la nature même de la relation. À ce moment-là, il ne s'agit plus d'une amitié, mais d'un lien qui repose sur une dynamique inégale. Alors, à quel moment le lien mérite-t-il ce nom ? Un lien mérite le nom d'amitié lorsqu'il ne repose plus uniquement sur un ressenti, mais sur une réalité partagée, sur le respect mutuel des valeurs, des besoins et des limites de chacun. Ce n'est pas la proximité perçue qui le définit, mais l'alignement entre ce que chacun vit, comprend et construit dans la relation. L'amitié commence là où le lien devient lisible pour les deux, sans interprétation nécessaire, sans mauvaise lecture des pensées de l'autre. Là où chacun connaît sa place et reconnaît celle de l'autre dans une cohérence suffisamment stable. Sans cette convergence, le lien peut exister, mais il ne relève pas encore d'une amitié au sens structuré du terme. Et quand ces fondamentaux de l'amitié manquent, ce n'est pas un échec. C'est simplement une invitation à regarder la relation telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Une amitié saine est un espace où l'échange produit un plus de clarté dans la pensée, un plus de légèreté dans le vécu, un plus de vitalité dans le quotidien, un plus de construction dans les échanges, un plus de mouvement intérieur. C'est un lien qui ne se définit pas seulement par la présence,
mais par la qualité de ce que cette présence génère. Une amitié n'est pas une relation à sens unique. Elle ne peut pas survivre durablement dans une logique de prise sans retour. Elle repose sur une responsabilité relationnelle partagée, pas seulement sur de bons sentiments. Et ce n'est pas une relation où c'est supposé sans être clarifié. Parce que le non-dit, dans les relations humaines, ne reste jamais neutre. C'est souvent à ce stade qu'un point de bascule apparaît. Certaines relations gagnent en clarté. Les ajustements deviennent possibles, les attentes se réalignent et le lien devient plus stable. D'autres restent dans le flou et dans ce flou, la relation commence à s'user, non pas à cause d'un conflit ouvert, mais à cause d'un déséquilibre silencieux. Et parfois, ce flou révèle simplement une réalité plus simple encore. Les deux personnes ne sont pas dans la même forme de lien, même si elles utilisent le même mot pour le décrire. Alors, la question revient mais autrement. Est-ce vraiment de l'amitié? Ou est-ce une autre forme de lien que l'on a nommée ainsi, faute de meilleure définition? Parce qu'une amitié ne se définit pas par son nom, elle se définit par sa structure vivante, par la manière dont elle fonctionne réellement entre deux personnes, par la confiance construite dans le temps. Et c'est peut-être là que commence la vraie clarté relationnelle, non pas dans l'étiquette du lien, mais dans sa réalité. Une amitié ne se reconnaît pas à ce qu'elle promet, mais à ce qu'elle produit dans la durée. Et parfois, ce que l'on croyait être une amitié n'était qu'un lien de passage, suffisamment proche pour exister, mais pas assez structuré pour durer. Comme ces conversations de train, vivantes le temps d'un trajet, puis naturellement éteintes à l'arrivée. La relation touche à sa fin, faute de trouver une bonne raison de continuer. Car l'amitié, comme toute autre relation, finit dès lors qu'on ne peut plus s'y sentir pleinement soi-même, libre et épanoui. Alors, que faire de ce constat? Rien d'obligatoire. Parfois, il suffit d'ajuster ses attentes. Parfois, d'oser une clarification. Parfois, simplement de reconnaître qu'un lien est ce qu'il est, puis décider si cela vous convient ou non. C'est une invitation à regarder vos liens pour ce qu'ils sont, et non pour ce que vous espérez qu'ils soient. Prenez bien soin de vous.